les oreilles à tous les conseils. Tant que ça ne vient pas d'eux, ça ne vaut rien. Mais le problème, c'est que rien ne vient d'eux. J'ai dit, ce sont nos compatriotes. Il y a des limites que nous ne pouvons pas franchir. La sécession n'est pas une option. À partir de là, discutons. S'asseoir avec son compatriote, avec son frère pour dialoguer ne veut pas dire qu'on accepte tout. Mais c'est déjà un signe de respect. C'était une marque d'attention que de faire asseoir autour d'une table ceux qui se plaignent et ceux qui détiennent en fait la solution parce qu'ils ont les rênes du pays. Est-ce que c'est si difficile que cela? J'ai toujours dit que lorsque la guerre arrive dans un pays, c'est parce que la politique a échoué. Parce que la politique est là pour éviter que la guerre arrive. Et vous avez vu que partout, on fait la guerre, mais la solution, c'est toujours autour d'une table. Bonsoir, bonsoir mesdames, messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, très chers compatriotes. Merci infiniment d'être parmi nous et bienvenue une fois de plus à la 4e édition de notre nouveau programme, Les Sillons de la Renaissance. Aujourd'hui, nous parlerons de la crise anglophone comme étant une crise existentielle, avec la question « Comment réconcilier le Cameroun à travers la Troisième République ?» Aujourd'hui, nous débattrons de la crise sécuritaire, de cette crise sécuritaire officiellement la plus aiguë que le Cameroun indépendant ait connue jusque-là. Je dis officiellement parce qu'il a existé aussi la guerre de la France coloniale au Cameroun, qui a fait des dizaines de milliers de morts au Cameroun, je me répète, en particulier dans les régions du sud, de l'ouest et du sud. Je vais donc vous présenter les deux intervenants du jour, c'est-à-dire Maître Roland Diéhou, avocat au barreau du Cameroun, bien connu sur les plateaux d'Equinox. Maître Roland Diéhou, bonsoir et merci infiniment d'être parmi nous. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous les amis politiques de par le monde qui nous suivent ce soir à travers cette conférence web. Bonsoir à tous les combattants de la liberté. J'aimerais adresser une pensée particulièrement pour nos 15 camarades qui actuellement sont encore otages du régime de Yaoundé, au rang desquels, et comme nous le savons tous, notre premier vice-président, Mamadou Mota, entre autres, Sylvanus Moutaga, Eric Siewe. J'aimerais également adresser mes sincères condoléances à un de nos amis politiques, un ami, un proche, ici même au pays, ici même à Douala, avec qui nous militons à Bonabéry, qui a eu la douleur et, on va dire, l'effroi de perdre son épouse, qui était également, elle aussi, militante du MRC, la semaine dernière, enfin cette semaine qui s'achève, mercredi, Gladys Otso, qui est passée de vie à trépas alors qu'elle s'apprêtait à donner la vie. Et donc, je souhaite adresser donc à notre ami politique et à toute la famille mes condoléances les plus sincères et les plus attristées. Merci pour ce propos d'introduction. Le deuxième intervenant du jour, c'est Monsieur Yves Tchoudi, militant MRC aux États-Unis. Bonsoir, Monsieur Tchoudi. Merci encore une fois d'être parmi nous ce soir. Yeah, good evening, Olivier, and good evening to Maître Diéhou, and good evening to all comrades across diaspora. In fact, just a slight correction, I actually live in the United Kingdom, not in the United States. Okay, sorry. Thank you very much. That's absolutely fine. Yeah, so I want to extend greetings to
comrades and brothers and sisters who are still in jail in Cameroon, and it's a hard time for us, but we are still strong in the fight, and we know we will get there. So thank you very much. Thank you. Thank you too. OK. Vous l'avez compris, chers auditeurs, en fait, nous allons avoir encore une fois aujourd'hui un interlocuteur anglophone, comme à l'accoutumée. Donc, il s'exprimera en anglais. Je lui poserai des questions en anglais probablement, et le Cameroun est bilingue et nous devons le cultiver. Avant de rentrer dans le sujet avec les questions de fond qui ont été préparées, je voudrais, chers auditeurs, que vous me prêtiez le flanc pour que je fasse un petit propos d'introduction, un petit propos liminaire pour définitivement planter le décor après la vidéo d'entame du président élu, président national, professeur Maurice Kamto, que vous avez écouté. Et voici donc ce propos préliminaire. Plusieurs milliers de morts, des centaines de milliers de Camerounais déplacés à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Le malaise anglophone a émergé sur une base d'abord sociale, puis sociopolitique, sous fond de revendications corporatistes, d'hypercentralisation de la gouvernance, de revendications identito-linguistiques et de remise en question historique sur les conditions de la réunification du Cameroun fédéral. La crise sociopolitique a finalement débouché sur un conflit armé entre les séparatistes et le pouvoir central. In fine, le message d'une frange de la communauté anglophone radicalisée est de dire que le modèle tel que nous l'avons tant bien que mal conçu, et surtout tel que l'État central l'a exploité durant les 50 dernières années, ne convient plus. Il faut donc indiquer que lorsque une frange de la population prend les armes contre son État central, lorsque la question de la réforme de l'État fait débat, lorsque le rapport entre l'État et le citoyen est fondamentalement questionné, lorsque l'unité nationale est remise en péril par la montée du discours tribal, lorsque le processus même qui a conduit au Cameroun unifié est également interrogé, on peut affirmer sans risque de se tromper que le Cameroun fait face à une crise existentielle s'agissant de la crise anglophone. Des études et reportages menés par les historiens et journalistes les plus sérieux, spécialistes de la question du Cameroun, en tout cas pour eux, il est clair que l'État du Cameroun est une émanation des ambitions néocoloniales de la France au Cameroun. Ainsi, la nature profondément autocratique du régime est établie, et à ce titre, parmi nos questions du jour en tout cas, l'État central a-t-il donc les moyens, de par cette nature profondément autocratique, de se procurer le bon logiciel de gouvernance pour implémenter la thérapeutique qui permettra de résoudre la crise anglophone sur le fond? Voilà l'essentiel de notre question aujourd'hui qu'on va débattre avec nos intervenants dont on connaît la qualité. Je vais donc tout de suite commencer par vous, maître Roland Diaou. La première question pour vous est quelles sont les causes fondamentales, historiques et politiques de la crise anglophone? Je vous remercie infiniment pour la question. J'ai bien noté que pour qu'on puisse véritablement retenir quelque chose à la fin de notre conférence, il faudra que nous soyons tous concis et précis. Mais je me permettrai à cette première prise de parole de peut-être brosser un peu le tableau. Je le comprends tout à fait. Justement pour que nous ne soyons pas trop schématiques. Alors, on peut, de mon point de vue, trouver deux origines, ou alors deux moments à la crise que nous vivons actuellement. Le premier moment, c'est l'échec de la réunification d'un premier point de vue, mais on peut remonter encore plus loin dans l'histoire et finalement aboutir
au constat selon lequel les problèmes que vivent nos pays, le Cameroun, mais d'autres pays d'Afrique aussi, c'est de mon point de vue une malformation congénitale liée au fait que précisément, nous sommes devenus des pays tels que le droit international les reconnaît aujourd'hui, mais par la volonté d'autres puissances, par la volonté d'autres puissances et pour les intérêts de ces puissances-là. Parce que souvenez-vous que un 12 juillet 1884, un traité était signé entre des commerçants allemands et certains chefs de la côte. Ce traité est devenu par la suite et par la force des choses, surtout la force des armes, le fameux traité germano-camerounais qui est, du point de vue du droit international, l'acte de naissance du Cameroun. Mais la question qui est sous-jacente, c'est que quand ces Allemands venaient créer, entre guillemets, ce Cameroun-là, ce n'était certainement pas dans l'intérêt des populations locales. Plus tard, on est passé de main en main, encore une fois contre notre volonté, parce qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, nous sommes passés du statut d'un protectorat allemand à celui d'un territoire sous mandat de la France et des États-Unis et de la Grande-Bretagne, pardon, encore une fois, contre notre volonté, parce que personne n'avait été consulté. Et donc, on avance vers les années de lutte pour notre indépendance, où justement on voit bien que les objectifs des métropoles ne sont pas les mêmes que ceux des populations locales, parce que précisément, il a fallu que nos devanciers versent de leur sang pour qu'on admette qu'ils peuvent eux-mêmes s'autodéterminer, qu'ils peuvent eux-mêmes aspirer à l'indépendance. Et je cite le professeur Camto lors d'une conférence qu'il a donnée du côté de Québec, lorsqu'il parle de décolonisation inachevée. Parce que quand on arrive en 1960 et qu'on proclame l'indépendance de nos pays, une fiction juridique, parce que la veille, vous êtes une colonie et le lendemain, on dit que vous êtes un État souverain, et souverain, c'est-à-dire égaux, mais factuellement, on voit bien que vous ne pouvez pas être égaux, vous ne pouvez pas parler à armes égales. C'est donc pour ça que de 1960 à 1961, le droit international, mieux, les puissances internationales ont un peu décidé de ce qu'elles voulaient pour nous, à notre place encore une fois. Et donc, il y a eu cette réunification de 1961 qui faisait partie des revendications indépendantistes, parce qu'il faut toujours le rappeler, nos devanciers ne se battaient pas seulement pour devenir indépendants, ils avaient d'ailleurs posé comme préalable d'abord d'être réunifiés avant d'accéder à l'indépendance. Les puissances coloniales en ont décidé autrement. Elles avaient décidé d'abord de faire accéder la partie francophone à l'indépendance le 1er janvier 1960, puis saucissonner l'ancien Cameroun britannique en deux pour offrir une partie au Nigeria et offrir l'autre partie à la République du Cameroun francophone qui venait elle aussi d'accéder à l'indépendance. Mais malgré le fait que cela se soit passé contre notre volonté, on a bien vu que les Camerounais de part et d'autre du Mungo ont manifesté et ont toujours manifesté. Les luttes des UPCistes et des leaders politiques du Southern Cameroun le montrent bien. Ils avaient montré leur envie de former une même nation, un même pays qui va puiser ses racines aussi loin précisément que le Cameroun a commencé à faire face aux puissances étrangères. On se rappelle bien de Douala Mangabel, de Ngosodine, de Martin Paul Samba, etc. Donc, c'est ce tournant-là qui, négocié en 1961, a été trahi, et c'est un point de vue que j'assume tout à fait, trahi en 1972, parce que il y a un mariage qui est intervenu en 1961. Ce mariage avait convenu d'une polygamie. Je vais utiliser cette image. On devait avoir une épouse francophone, une épouse anglophone. Les deux épouses étaient les épouses de l'État
fédéral du Cameroun. Sauf qu'en 1972, l'épouse francophone a gommé le mariage et s'est substituée au mari, c'est-à-dire à l'État fédéral du Cameroun, pour devenir lui-même l'époux de la deuxième épouse anglophone. Et cela se voit dans le comportement de nos gouvernants. La thématique générale que vous avez formulée illustre, de mon point de vue, cet état de choses. Parce qu'il s'agit d'un État foncièrement autocratique et foncièrement néocolonial, foncièrement centralisé. C'est cet état de choses donc qui, de 1972 à nos jours, a effrité progressivement ce sentiment d'attachement, ce sentiment de destinée commune que les Camerounais des deux côtés du Mungo avaient ensemble. Il faut rappeler qu'il y a toujours eu au moins 3 courants. Ceux qui estiment, ceux qui ont toujours estimé que le statu quo leur convenait. Il y a aussi toujours eu ceux qui pensaient que leur autonomie devait être préservée. Et enfin, il y a toujours eu ceux qui considéraient que c'est l'indépendance qui était la voie. Sauf que l'effritement de ce sentiment d'attachement à la patrie commune a fait que les rangs de ceux qui prônent désormais la séparation se sont vus grossir par les désabusés, tant du côté de ceux qui sont pour le maintien de l'État en sa forme actuelle, que, et davantage de ceux qui pensaient qu'une certaine autonomie pouvait permettre de régler certains problèmes et de maintenir quelques équilibres. Je termine en disant qu'au-delà, si notre État n'avait pas cette nature intrinsèquement répressive, on aurait même pu faire de notre diversité et même de ce double héritage, on va dire un levain. Parce que dans chacune de nos cultures, entre guillemets, héritées de la colonisation, il faut bien noter qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Et si on était donc un autre type de gouvernement, d'État, on se serait plutôt posé la question de savoir, pour notre développement, pour notre propulsion, qu'est-ce qu'il est bon de prendre dans telle culture pour faire de cela la culture commune du Cameroun, de sorte que cela puisse représenter pour nous un facteur d'accélération, par exemple, de notre développement ou même de notre unité nationale. On a plutôt à la place excellé dans ce que Charles Ateba est né de regretter, mémoire appelait l'art d'être hors sujet, parce qu'on a voulu confondre volontairement, je le souligne, par exemple, l'unité nationale avec l'État centralisé ou l'État unitaire. Deux choses qui ne veulent absolument pas dire la même chose. Ce n'est pas parce qu'on est dans un État unitaire qu'il y a l'unité nationale. Parce que, et vous le savez bien, si vous prenez n'importe quel dictionnaire de langue française, vous verrez bien que la définition du mot fédérer veut dire unir. Donc, on peut parfaitement consolider l'unité nationale dans un système fédéral, pour ne prendre que cet exemple-là. J'aime souvent à citer le cas de la Suisse, qui n'est même pas, on va dire, formellement une fédération, mais bien plus, qui est formellement dénommée la Confédération helvétique. Mais allez regarder la devise de la Suisse, c'est un pour tous, c'est tous pour un. Il n'y a pas plus grande expression du sentiment d'unité nationale que ça. Alors qu'on est dans un contexte où l'État est organisé de manière confédérale, si on exagère un peu, mais tout au moins très fédéralisé. Voilà. Okay. Merci beaucoup pour cette première prise de parole particulièrement didactique et je vous en remercie fort. C'est moi. Là-dessus. Peut-être une synthèse de 30 secondes pour nos auditeurs. Je retiens deux choses dans votre propos. C'est d'une part
le fait que finalement, dans l'histoire du Cameroun, que les populations camerounaises n'aient jamais réussi à tenir en main leur propre processus d'autodétermination, de choisir leur destin pour eux-mêmes. Et la deuxième chose, c'est la transition mal négociée entre le Cameroun fédéral et le Cameroun unifié de 1972. Tout à fait. Justement, avec l'exemple du mariage qui à la base était polygamique et qui, avec une des épouses qui a finalement phagocyté ou absorbé l'acte de mariage de la seconde épouse pour l'assimiler, comme l'a avoué lui-même le président de fait, M. Paul Biya. Donc, maintenant, merci encore une fois pour cette prise de parole. Je m'en vais maintenant me retourner vers M. Yves Tchoudi. Ah, Mr. Tchoudi, can we have your point of view in that issue, and more in the term of the governance? Yeah, thank you very much. So thank you very much for Maitre Njewu for this wonderful and very informative background to the current situation, the current crisis in Cameroon. But as he clearly said, so the problem, if I was to summarize, it's a failed marriage. It's a union which just hasn't worked. And it hasn't worked on two main grounds. So the first ground is the form of the state, the way that was conceived initially. On the one hand, that form was dictated, trying to get the two states together into one union without any pre-arrangement in terms of whether those states actually wanted to get into that union. So that's the first aspect of it. And the second aspect now is the one which is much more latter stage, what I would see as one of the immediate causes to the crisis. It's more to do with the administration. Yeah. So as you know, you could get into a bad marriage, but if you manage that marriage, you will end up with a better situation. And that's exactly what we're seeing here. So on the one hand, we enter into a marriage which we did not totally sign up for, but having entered that marriage, we cannot even enjoy the unions into which we are in. And that is what makes it even worse, because though the historical background to this crisis is what Maitre Njewu has explained, which is fairly understandable, but as I said, had we been in a situation where the state, the federal state, was able to manage that relationship, we would have ended up in the situation that we ended up later in. So that had been brewing for a number of years, to the point that we're now getting into a situation where 2016 and all that followed, going from all these cooperative, totally legitimate reasons which the people who had been forced into a relationship they did not want to be part of could not even enjoy the fruits of that union. So that is paramount in terms of what Cameroon has now become. So having started from a very bad position, we ended up in an even worse situation, whereas the people who now should be in a relationship which they would feel that the arrangement, the clauses which actually seal that sort of that relationship could not even benefit them. So you can understand why frustrations have been growing from back in 72 right through to what we saw in 2016. So as I say, just to summarize, so the two main things, a really, really bad marriage, and a marriage which could not be managed in the end. So we end up in a situation where the administration spend most of its time trying to impose conditions upon people rather than working to find an amicable solution, an environment where all could feel part of the union. Thank you. Thank you very much. What I get your point, and maybe the most important thing that you are trying to say is just that maybe if the governance of our state was better, we have been maybe able to manage a bit more that marriage, first marriage that
doesn't work well. Is that what you... Absolutely, yes. So we are in a situation where on the one hand, we have a really, really bad relationship. You know, we've been forced to, you know, I don't want to push back into all the historical background, but if we go from 72, we already know that 72 as it wasn't the best solution. But then what happened is, so how do we manage this? So we go from there, from calamity to calamity, and what we know right from 72 to 82, where again, you know, as in any relationship, being the case with what we're having here in a country situation, whereas the people of that country have a right to self-determination, they have the right to be able to vote in and appoint their own leaders, not leaders who are imposed upon those people. So the situation is totally different, whereby in not just that in 82, you have someone who's then imposed to the people who could not even carry the will of the people. But then what we see is the deterioration of anything that they have agreed onto when entering that relationship. And that's what has led to what we now saw in 2016. Not that it started in 2016, it's always been around. And what we're now noticing, not just in the Anglophone, the northwest and southwest regions of Cameroon, but it's a situation which will gradually move from that into other parts of Cameroon, because the whole, not just the northwest and the southwest of Cameroon, are experiencing the same level of frustration. And that is a situation that I'm sure we will detail a little bit more throughout this conference. Okay. Thank you very much. Ok, bon, on va peut-être évoluer dans notre programme, dans notre conférence aujourd'hui, en revenant sur l'actualité, puisque c'est ça qui justifie le thème de notre conférence du jour. Hein. L'actualité porte effectivement sur le rebondissement auquel on a assisté ces derniers jours, où les leaders séparatistes ont émis une communication officielle selon laquelle, effectivement, il y a eu des contacts, peut-être des négociations, et avec des représentants du gouvernement. Et puis, en face, on a eu une communication un peu en sens inverse du ministre de la Communication, ne contredisant pas réellement l'assertion des leaders anglophones, mais plutôt en essayant de dire que, enfin je cite, hein, que ce qui a été présenté n'est pas tout à fait exact. Donc nous sommes dans une communication politique un peu dans laquelle on a le sentiment que les belligérants essayent déjà de se positionner en vue de futures négociations ou contacts. Alors, je voudrais aujourd'hui prendre votre point de vue sur ces deux communications-là. Alors, de votre point de vue, Maître Diéou, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, le premier constat qu'on peut faire, c'est que le gouvernement est dans sa logique habituelle de vouloir toujours projeter des écrans de fumée. Parce que le fait qu'il y ait une communication de la part de Sisikou Ayoub Tabé indiquant clairement qu'il y a eu des, restons mesurés, des contacts, montre bien que quelque chose a dû bouger entre-temps. Et fidèle à sa logique, le gouvernement a cru devoir faire un démenti, comme toujours. Mais ce qui est certain, c'est que cela traduit, de mon point de vue, le fait que les choses fatalement vont dans le sens où le professeur Kamto l'avait dit. D'ailleurs, la petite vidéo qu'on a regardée ensemble au début de ce programme le dit très clairement. Qu'on le veuille ou pas, on finira par dialoguer. Tous les conflits, quels qu'ils soient, vraiment tous les conflits. Prenez la Première Guerre mondiale, prenez la Deuxième Guerre mondiale, pour parler des conflits qu'on peut considérer comme des conflits majeurs. Se sont toujours achevés autour d'une table. Toujours. Et donc, c'est encore pire quand des conflits fratricides sont marqués par l'autisme de la part de ceux qui sont précisément chargés de gérer notre destinée commune en tant que peuple. Et fatalement, donc, on arrivera à un moment où on va discuter. Et ce qui est important, c'est plutôt de bien rappeler
on va dire, les enjeux. Parce qu'il ne faudra pas que nous loupions le coach, cette fois-ci encore. La question anglophone pose, de mon point de vue, le problème de la réconciliation nationale. La question anglophone a des racines historiques et juridiques. C'est peut-être pour ça que son traitement peut prendre les contours qu'on observe aujourd'hui. Mais M. Tchoudi l'a dit tout à l'heure, notre ami politique Yves, que la question anglophone en elle-même peut dégénérer sur d'autres questions qui n'auront pas forcément les mêmes origines historiques et juridiques, mais qui vont probablement avoir, sinon les mêmes manifestations, mais alors des manifestations plus explosives. Parce que, voyez-vous, la question du vivre ensemble dont on parle, c'est d'abord une question à la base de gouvernance. Et je suis d'accord avec Yves lorsqu'il dit que même si on avait raté l'évolution du mariage en 1972, si cette gouvernance avait été plus heureuse, elle aurait, cette gouvernance, atténué les frustrations. On n'en serait peut-être pas arrivé au caractère explosif d'aujourd'hui s'il y avait eu une certaine gouvernance vertueuse. Mais comme on a eu ce qu'on a, c'est-à-dire une gouvernance autiste, marquée en plus par une crise multiforme, économique, sociale, les fonctionnaires qui voient leur salaire se diviser par 3, cela a dû métastaser un problème qui aurait pu rester au stade de simple revendication. Maître Dion, oui. Permettez-moi, parce que vous me tendez la perche pour vous relancer sur la question qui allait suivre. C'est finalement, vous dites que on revient sur ce que l'ami politique, notre ami politique, Yves Tchoudi a dit, que si il y avait eu une meilleure gouvernance, peut-être n'en serions-nous pas là aujourd'hui. Mais la question est alors, est-ce que, compte tenu de la nature profondément autocratique, vous avez utilisé le terme foncièrement, moi j'utilise le terme profondément, ça veut dire la même chose. Est-ce que, compte tenu de cette nature profondément autocratique, est-ce qu'on aurait pu s'attendre à une meilleure gouvernance? J'aurais tendance à penser que cela est possible dans une certaine mesure, pour rester mesuré. Parce que la question de la gouvernance en politique est d'abord une question d'homme. Et donc, une question de choix. Je vais vous dire pourquoi je le pense dans une certaine mesure. On a sur la planète Terre des États encore plus autocratiques que les nôtres. Que le nôtre, pardon. Mais qui quand même, malgré le fait qu'ils sont ultra répressifs, ont des performances dans d'autres domaines. C'est ça. Si vous prenez la Chine communiste, vous conviendrez avec moi que la Chine communiste est considérée comme un des États les plus répressifs au monde. C'est ça. Mais en ce qui concerne le minimum humain, le minimum vital, et même simplement, s'il faut rester sur les symboles, la Chine, le Chinois a le sentiment de puissance quand il voit son pays se déployer dans la sphère internationale. Il peut donc trouver en cela une certaine satisfaction. Je ne dis pas que ça résout le problème de la nature foncièrement répressive de l'État, mais c'est comme une sorte d'exutoire qui peut le détourner de ce problème-là, de sorte qu'il puisse se contenter, dans une certaine mesure, du progrès économique et social, en se disant qu'il viendra bien un moment où la question des libertés sera adressée. Malheureusement, chez nous, on a un système foncièrement répressif qui en plus est médiocre. Vous savez que j'aime souvent utiliser le terme médiocratie. On n'est pas le seul pays africain à avoir été sous tutelle, à avoir été colonisé. On n'est même pas le seul pays africain dont on peut considérer que le régime est néocolonial. Mais on voit bien que à côté de nous, on a d'autres gouvernants qui n'ont peut-être pas des performances astronomiques, mais qui ont un certain attachement à leur peuple, de sorte que un certain nombre de choses
évolue dans un sens qui permet à sa population de se sentir mieux. Évidemment, maintenant que c'est se contenter de très peu que de faire ce genre d'analyse, que de se dire on peut se passer d'un régime démocratique dès lors que celui-ci peut donner du pain. Mais il faut aussi noter que le régime autocratique en lui-même est une limite à un certain niveau d'évolution. Parce que c'est la liberté qui est le moteur de la créativité. C'est la liberté qui est le moteur du génie. Donc, si on choisit de s'inhiber soi-même, même si on adresse quelques questions, à terme, on se rendra bien compte qu'on ne pourra pas arriver à un certain niveau de développement précisément à cause de la nature foncièrement répressive du régime. Mais le pire dans le cas du Cameroun, c'est que à côté de l'autocratie, il n'y a même pas de contrepartie. Je veux dire que si on devait poser la question aux Camerounais, vous faites tout ce sacrifice-là en contrepartie de quoi? Je ne serais même pas capable de dire, nous on a au moins ceci, on a au moins cela. Parce que figurez-vous bien qu'au Cameroun, avoir accès à l'eau potable, et je ne parle pas des zones rurales où c'est déjà reconnu comme un fait indiscutable que c'est une gageure. Je parle des zones urbaines, des villes. Avoir accès à l'eau dans les villes est devenu quelque chose de compliqué. Je ne parle pas de l'électricité, etc. Donc, voyez que de manière vraiment fondamentale, il y a un problème de gouvernant. Et ça dépend du background éthique de chaque gouvernant. Je cite là une œuvre phare, je crois que c'est d'ailleurs la principale œuvre de philosophie politique du président élu, du président national, le professeur Maurice Kamto, Déchéance de la politique, lorsqu'il appelle à un renouveau, une sorte de retour de l'éthique dans la gouvernance de la société des hommes. C'est simplement dire que on peut avoir des gouvernants autocratiques, mais qui ont l'envie, qui ont à cœur le bien de leur peuple dans une certaine mesure. Mais on peut aussi avoir d'autre côté des satrapes qui ne pensent qu'à eux et à eux seuls. C'est ceux qui lisent Machiavel d'un côté et ceux qui lisent Sun Tzu de l'autre. Parce que vous verrez bien que Sun Tzu précise que le premier rôle du prince, c'est de nourrir le peuple. Et pour Sun Tzu, c'est un point de stratégie. De la même manière que pour Machiavel, c'est un point de stratégie que de considérer que tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Vous voyez que dans les deux cas, d'un côté, on a l'absence d'éthique carrément, quand on est du côté de Machiavel, voire Mazarin. Et chez Sun Tzu, on fait toujours de la stratégie, certes, mais on a à cœur de nourrir le peuple parce qu'on estime que si ce n'est pas ça la finalité, pourquoi est-ce qu'on est prince? Vous voyez? D'accord. Merci beaucoup encore pour cet éclairage, M. Orlandiou. Then I will turn back to Mr. Trudy. I will ask you the same question. First of all, what is your opinion about that political communication issue between the separatist leader and the state of Cameroon? Well, I would start by saying in any such situation, we are in a crisis. That is no denying, okay? So if we go back at the beginning of the crisis, it was complete denial. Right? So we have to first realize that we've moved from one position to where we are now. So we're not at the starting point. Now, I remember having conversations with friends of mine here in the UK many months ago at the start of the crisis, and people will not, some of my friends will not even believe that there was actually an Anglophone crisis. They will not ascertain the idea of an Anglophone crisis in Cameroon, which I tried at great length to try and explain. But clearly, if you truly understand the history of our country, you would be in a position to understanding that. And that is a very, very important thing point I'm trying to mark here, because that has been
a serious point for many people within the diaspora being part of our education, our upbringing, who have not really had the opportunity, and not through our education system, to really understand the history of our country and how we have become as a nation. So that having been said, I would say that for now, being able to know that we've moved from the position of a denial from the government to actually accepting that there is actually a real crisis which we need to deal with, and not just an internal uprising in which we need to quash down. That on its own, it's already a very, very important point in the development of this crisis, and something that I personally salute. That at long last, after so many months, so many deaths, over 4,000, thousands of people, now refugees in Nigeria, hundreds of thousands of displaced within the country. Who would have wanted that to happen? I don't think I would have wanted, I've ever dreamed of seeing my country becoming a place where its children cannot live safely in the confine of what we call our republic. So that on its own, it's a good thing. But having said that, as I said before, we have said all along, CRM has communicated it all along, and our national president, Professor-elect Kamto, has said it all along. You cannot have a situation, there isn't a single crisis, political crisis in this world which has been settled through war. You will have to sit on the table face to face, be it what you call a dialogue, be it what you call a mediation, and you will have to settle your differences. But please, just a question on the, thank you. Yes. A question on the same point. So, do you think that Cameroonian states almost need to deeply resign its fundamental behavior to be able to resolve that crisis, to be able to sit on the table, like you say, to have a true dialogue? Yeah. So do you think that resign is very necessary? Right. That is exactly where I'm trying to get to. So the first thing is, in any such situation, you would first ask your question, is there a will? Do we really mean what we say? And that is one of my biggest concerns, because we thought through what we call national dialogue, or what some would call a monologue, which occurred towards the end of last year. That was actually what we thought was the solution to the crisis. But it didn't take us long to realize that it hadn't actually delivered anything. I'm still yet to actually understand what were the resolution of that dialogue. So we've now moved from the dialogue to this mediation, okay? And again, I need, and I'm still waiting to see whether this is just another trick from the government, or whether there is actually a real will to want to get out of this situation. And that being the case, I will personally encourage that, and I would think it's a good thing to have, because at the end of the day, whether we like it or not, nobody wants to be in the war. I mean, I have brothers and sisters in parts of where I come from in Cameroon, and I know the kind of life they live. And I do not want to be in their shoes, because that is not what we have been brought up to behave or to live in. So we want a better country for the whole of Cameroonians. So that is one thing. Now, as I said before, I need to be convinced that what the government says, they actually mean that. And if they say we've now moved from dialogue to a mediation, they actually undertake that mediation in the way that you would expect it to be undertaken. Now, what's happened, what I understand, where pre-negotiations, and as we all know, during a pre-negotiation, there are secret talks just to agree on what we're actually discussing and some of the modalities of that, obviously, of that mediation. And that being the case, again, I'm totally happy that at least we're progressing towards an outcome which would resolve the crisis that we're in. But having said that, I still question, why did we have to allow 4,000 of our children to die to get to this? And ultimately, is there a will, is there a clear will
that the government really wants to get out of this. And I still need satisfaction on those two key points, and those will be my reservations. So for me to be convinced that they really mean what they say, I need to see the proof. Okay? So I salute the idea, but I still want to see it progressing towards what I would be comfortable to say they really mean business, and let's get down, let's sit down and get going. So you want to see the proof. So let me move on our conference and then ask you about the condition, the ceasefire condition that are given by the separatist leaders. Let me read them again. Just a minute. I'll read them. So these are the conditions. Declaration of ceasefire by LRC, La République du Cameroun, and withdrawal of its military from our streets. Release of all persons arrested in connection with the conflict. Granting of general amnesty to all in the diaspora to be able to return home without harassment. Acceptance by the LRC, La République du Cameroun, to participate in a genuine negotiation without precondition in a neutral venue and mediated by a mutually agreed, credible international mediator with a clear timetable acceptable to both parties. So, and we have already talked in this program about the autocratic behavior of our state. Do you think that this ceasefire condition can be achieved by our state? Again, and I would just go back to what my brother Roland Dieu just said. So you know, not every autocratic system does not have an idea behind what they're doing. If you consider the case of China, clearly it has been very well known and well documented as a very repressive autocratic state, yet it has a plan for its people, and we're seeing those plans unfold day after day, and China is becoming a force to reckon with. Now, absolutely. So being an autocratic system does not necessarily mean that you totally push away the will and the rights of your people just because you want to impose your own will. That is one thing. Now, what we also need to consider is that within that autocracy, if there's clear will of people who really believe that there is something good that needs to come out of this, it was a bad experience, we acknowledge it, but we still want to move away from this because nobody wants to be facing this kind of situation, then clearly they can still work towards a positive outcome. And what I mean by that is that now that we're talking pre-negotiations, there are two key things to any pre-negotiations. The first thing being, you know, what we call the ice breaking, which is, you know, taking contact, knowing exactly what is it, who are the people we're dealing with, where are all the different factors who are involved, different parties who are involved in this. And then from there, you move into what you call the planning and the logistics of the negotiation in terms of where are the negotiations going to take place? Do I need some form of security in terms of I need somewhere safe where all those people will meet to discuss? So all of those things need to be discussed and agreed. And most importantly, the preconditions that we have now put forward to the government. So it's not just we want this, which would be much more subjective and abstract to understand, but they named it clearly. We want a general amnesty. We want an announcement by the president, okay, of a ceasefire, and we want the military to withdraw to the. So those are the conditions that they've laid down to the government, and we need to know when the government means business. We will need to understand what is their response to this, so that we will be sure that they're actually working towards moving into a positive outcome. And that's what we want to see in order to be able to say, yes, maybe things are moving.
And as I say, that is just still part of the crisis, the political crisis in the north and the south of Cameroon. We're not considering the whole socio-political crisis in the whole of Cameroon because, as I mentioned before, this is just an aspect of what's happening in Cameroon. There is much more that's going on in Cameroon, which we also need to take into consideration. Ok. Alors, mes chers auditeurs, auditrices, je pense que je voudrais mettre une emphase sur ce qui a été dit précédemment par nos deux intervenants, s'agissant de la nature profondément autocratique de notre État, du Cameroun, qui consiste à dire que finalement, et c'est un message qu'on peut transmettre justement à nos gouvernants de façon collégiale, hein, de dire que être un gouvernement autoritaire et autocratique n'exclut pas d'avoir un véritable plan, n'exclut pas d'avoir un véritable objectif de développement inclusif pour le pays. On n'a qu'à prendre l'exemple de la Chine et bien d'autres. Je pense que c'est un véritable message qu'on peut envoyer collégialement à nos gouvernants pour qu'ils comprennent que finalement, oui, d'un côté, on veut avoir une gouvernance dure et une gouvernance restrictive, mais il faut quand même une contrepartie qui nécessite que les populations s'y retrouvent aussi, qu'elles ne fassent pas des sacrifices en vain et qu'elles n'obtiennent rien en retour. Ça, vraiment, je pense que c'est un message fort qui a été partagé, encore une fois collégialement, par les deux intervenants du jour. Je voudrais donc qu'on avance sur cette conférence pour, à travers la question suivante. Là, je voudrais qu'on parle de la Troisième République du Cameroun. Peut-être préciser d'abord ce que nous entendons par la Troisième République du Cameroun. C'est celle qui naîtra sur la base d'une transition politique démocratique, véritablement démocratique, avec une forme de l'État consensuellement acceptée par tous les Camerounais. Que ce soit une forme fédérale, ou que ce soit une forme décentralisée, ou que ce soit une forme unitaire. Peu importe. Mais que la Troisième République soit marquée par la véritable amorce du processus d'autodétermination du peuple camerounais par lui-même. Donc, la question, donc, je vous la pose à vous en premier, Maître Roland Diéhou, c'est est-ce que vous ne pensez pas que finalement c'est un passage obligatoire, cette Troisième République, pour arriver à une résolution sur le fond de cette crise anglophone? C'est même un truisme, à mon avis. Ah, d'accord. On ne peut pas se passer d'une réforme en profondeur de la forme, mais avant de la nature de l'État du Cameroun. Parce que, et nous l'avons dit presque en chœur, il faut changer le logiciel sur la base duquel nous fonctionnons depuis 136 ans. 136 ans. Ce logiciel-là est vertical. Il est parti du colon allemand pour le pouvoir néocolonial installé à Yaoundé et soutenu à bout de bras par ses amis et ses soutiens internationaux. Les Camerounais, à aucun moment de leur histoire, à part nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, en février 1960, voilà, personne n'a jamais eu à s'exprimer sur quoi que ce soit qui engageait l'avenir de notre pays. Quand on devient indépendant, comment est-ce qu'on a fait pour avoir la constitution du Cameroun de mars 1960? C'était une décision quasi unilatérale du premier président Amadou Ahidjo après qu'il ait reçu comme un cadeau les pleins pouvoirs de l'Assemblée nationale, enfin de l'Assemblée législative. D'ailleurs, vote au cours de laquelle un autre résistant avant l'heure s'était levé. Je parle du député Daniel Kemayou, qui je crois était à l'époque président de cette Assemblée. Il avait clairement indiqué que le vote qui venait d'être fait allait compromettre, allait hypothéquer l'avenir de notre pays parce que ce n'était pas nécessaire de donner autant de pouvoir au chef de l'exécutif
le Parlement de cette époque-là n'avait pas besoin de se dépouiller de son pouvoir de contrôle. Et on a bien vu que cette dépossession de son propre pouvoir par l'Assemblée législative du Cameroun au profit de l'exécutif a simplement permis que nous soyons dans la situation où nous sommes aujourd'hui, celle d'un État recroquevillé sur, même pas d'un État, d'un gouvernement recroquevillé sur lui-même, qui se parle et s'écoute tout seul. Illustration, le fameux grand dialogue national qui était en réalité un monologue entre les tenants du régime et leurs amis et alliés. Sinon, pourquoi parlerait-on après ce grand dialogue national-là? D'abord, d'une part, de la persistance de la crise qu'elle était supposée régler et de négociations qu'on entend aujourd'hui. Parce que je rappelle aussi qu'avant cette négociation, ces récentes négociations, il y a eu l'initiative suisse. Et d'ailleurs, on n'a jamais su vraiment ce que c'est devenu, cette initiative suisse. Cela montre donc que les Camerounais ont besoin de s'asseoir comme un peuple, comme tous les peuples du monde l'ont fait, que ce peuple-là s'asseye autour d'une même table, ce que nous avons appelé dans notre projet de société au MRC, les Assises nationales de la fraternité et de la solidarité, pour ensemble discuter de la meilleure manière d'organiser notre vécu commun. Nous n'avons pas choisi de naître au Cameroun, nous n'avons pas choisi de naître dans ce pays, mais une fois que c'est fait, nous avons l'obligation de le conduire jusqu'au cime. Surtout parce que pour nous autres qui nous définissons aussi comme Africains, le Cameroun a une responsabilité importante. C'est celle de montrer l'exemple à l'Afrique. Parce que si nous réussissons au Cameroun l'unité, cette unité vertueuse-là, on va servir de modèle précisément à l'Afrique qui, elle aussi, à certains égards, a les mêmes problèmes que le Cameroun, le problème notamment de son unité et de son développement. Donc, on ne peut pas se passer de la case Renaissance. Encore une fois, la nouvelle République, c'est ce Cameroun qui va renaître de ses cendres, tel un sphinx. Il va devoir se replonger dans son passé pour en tirer les meilleures leçons afin de bâtir pour l'avenir, pour les générations à venir, pour l'Afrique et pour le monde, une nation solide et surtout fière dans le concert des nations. Et cela passe absolument par les étapes, notamment celles qui ont été proposées à longueur de prise de position par le MRC, notamment par la voix de son président. Il faut commencer par créer le cadre de la confiance. Vous ne pouvez pas engager même simplement des négociations sans que précisément la confiance soit revenue. Ce sera la prochaine question. Voilà. Donc, il est impératif que nous passions à une nouvelle république, refondée dans sa forme et dans sa nature intrinsèque. Pour ce qui est de sa forme, je suis tout à fait d'accord, comme démocrate, que peu importe la forme qu'on adoptera, il faudra qu'on y arrive. Mais je me fais le porte-voix, je me fais le promoteur, l'agent marketing, parmi toutes les formes qui existent, d'une des formes qui, à l'observation, s'avère en réalité la plus adaptée à un contexte de diversité comme le nôtre. Je me fais le défenseur du fédéralisme, non pas par fétichisme, mais simplement par efficacité, par pragmatisme. Parce que le fédéralisme nous permettra, d'une part, de régler le contentieux historique avec la communauté anglophone de notre pays, mais servira, s'il est étendu ce fédéralisme-là, outre la communauté anglophone, aux autres régions du Cameroun, d'accélérateur de développement économique et culturel. Je souligne accélérateur de développement économique et culturel parce que l'une des tares du système centralisé, c'est que
tout se décide d'un seul point. Du coup, on fait souvent des arbitrages d'un point de vue central, alors que si ces arbitrages étaient faits d'un point de vue local, on aurait une meilleure efficacité. Je souhaite donc effectivement que le cadre du dialogue puisse être ouvert, le plus inclusif possible, le plus sincère aussi, pour que nous puissions justement adresser la principale question qui crée toutes ces crises multiformes dans notre pays, y compris les replis grégaires. Et il me semble que si ce n'est pas une forme fédérale, au moins une décentralisation aboutie et assez large permettrait de résoudre la question. J'aime souvent citer l'exemple de l'Afrique du Sud, parce que quand on parle des modèles de fédéralisme dans le monde, on voit rapidement le cas des États-Unis d'Amérique, on voit aussi celui de l'Allemagne fédérale, mais il y a des exemples aussi en Afrique qui d'ailleurs peuvent être plus adaptés à notre situation que ces exemples occidentaux. Je prends le modèle sud-africain. Si vous parcourez la constitution sud-africaine, vous ne verrez à aucun endroit qu'il est écrit que la République sud-africaine est un État fédéral. Vous ne verrez ce mot à aucun endroit dans la constitution sud-africaine. Cependant, les institutions sont organisées d'une manière plus fédérale. Par exemple, les 9 provinces sud-africaines ont chacune un parlement, un gouvernement avec un premier ministre. La Constitution répartit formellement les compétences entre l'État sud-africain et les 9 provinces en 3 groupes de compétences. Il y a d'une part les compétences propres de l'État, celles que l'État exerce seul. Il y a de l'autre côté les compétences des provinces, que les provinces exercent seules aussi. Et il y a au milieu des compétences qui peuvent à la fois être exercées par l'État et les provinces, de sorte que pour, par exemple, légiférer dans ces domaines de compétences-là, on applique en Afrique du Sud ce que la Constitution a appelé le principe de cooperative governance. De sorte que si c'est une compétence partagée donc, entre l'État, on va dire central, et la province, l'État n'aura pour rôle dans ce domaine de compétences-là que de prendre par exemple une loi cadre. Il reviendra maintenant à chaque parlement provincial, dans le cadre, vous me passerez la tautologie de la loi 4, de passer une loi provinciale en fonction de ses spécificités, en fonction de ses réalités propres. Vous voyez donc que, et comme l'a dit souvent le professeur Kanto, le plus important peut être à un moment donné de s'entendre sur le contenu. Mais il faut également noter que les symboles sont importants. Et dans un contexte comme celui du Cameroun, le fédéralisme est un symbole important qu'il faut aussi reconnaître, il faut remettre au goût du jour. Et pas seulement le symbole du fédéralisme, même la façon d'agencer les institutions de l'État. Parce que rappelez-vous bien que en 1961, la Constitution fédérale avait bien prévu que l'exécutif, par exemple, rendrait compte en permanence du mariage entre une partie francophone et une partie anglophone. C'est donc pour ça que cette Constitution exigeait que le président, s'il est francophone, que le vice-président soit anglophone et vice-versa. De sorte que tout le temps, que cela rappelle aux Camerounais qu'ils sont un pays issu d'un mariage. Je ne vois absolument pas d'impossibilité à revenir à un système comme celui-là, même si on n'a pas forcément 2 États seulement. Je veux dire que on peut parfaitement mettre une clause dans la Constitution qui dit que l'exécutif aura à sa tête un président et un vice-président, lesquels ne peuvent pas être issus des mêmes anciens États du Cameroun oriental et du Cameroun occidental. Et une fois qu'on a fait ça, on organise maintenant à l'échelon inférieur le territoire en autant d'États
fédérés, que cela est pertinent pour notre développement économique, social et culturel. Pour ne pas rester figé précisément en 1961 avec un fédéralisme à deux, on peut évoluer vers un autre fédéralisme qui d'abord rend compte de 1961 à travers le ticket exécutif, mais qui le dépasse et qui va vers l'ensemble du peuple camerounais en leur offrant ce qui, de mon point de vue, est un outil de développement. Ce fédéralisme-là, il est un outil, un accélérateur de développement pour que, précisément, on n'assiste plus à des mémorandums de je ne sais où, chaque fois pour demander qu'on alloue une dotation pour ci, ou qu'on crée telle institution, ou qu'on admette les fils du coin à une école normale, à une grande école, à une université ou quoi que ce soit. Ça mettra fin au mémorandum, ça mettra aussi fin d'une certaine manière au repli et même au tribalisme institutionnel, parce que je crois que la question du tribalisme se pose avec acuité simplement parce qu'à un moment donné, la question de la répartition des ressources pose celui de la rareté. Et dès lors que quelque chose est rare, ceux qui partagent doivent identifier des critères de partage. Et comme ceux qui nous gouvernent ont un logiciel essentiellement tribaliste, ils vont parfois utiliser ce logiciel-là pour allouer les ressources dans l'environnement. Et comme en plus, il ne s'agit pas d'une gouvernance de développement, mais de rente et de consommation, ils voient le Cameroun non pas comme un champ à labourer ensemble, mais plutôt comme un gâteau à partager. Voilà. Merci pour cette intervention, encore une fois. Je vais juste rajouter un exemple tout à fait semblable à celui que vous avez donné s'agissant de l'Afrique du Sud, c'est la Belgique. Exactement. Où j'étais hier. On parle du royaume de la Belgique, mais en fait, le fonctionnement est plus que fédéral. Voilà. Je ne vous coupe pas. J'embraye sur l'exemple belge pour dire que la Belgique est même une sorte d'innovation en matière d'organisation de l'État, parce qu'il y a deux types de fédéralisme en Belgique en plus. La plupart des pays se contentent d'un fédéralisme, on va dire, unique ou unicitaire, qui est un fédéralisme territorial. C'est-à-dire qu'on divise le pays en États fédérés territoriaux. La Belgique a créé deux types d'États fédérés. Il y a des États fédérés territoriaux qu'ils appellent les régions. Il y en a 3, je crois. Ouais, et il y a des États fédérés qui sont communautaires, si je peux me permettre. C'est la communauté française, c'est la communauté flamande. C'est ça, vous connaissez bien. Et les deux, ça fait qu'au total, on a 5 États fédérés, dont 3 ont des compétences territoriales, de développement économique, et 2 des compétences essentiellement culturelles. Tout à fait. Et tout cela est bien inscrit comme tel dans la Constitution fédérale. C'est-à-dire que la communauté francophone a compétence en matière de langue, d'éducation et de culture, uniquement. C'est-à-dire que le Parlement fédéral ne peut pas légiférer sans référer aux instances adéquates des deux communautés, c'est-à-dire flamande et francophone, en matière d'éducation. Mais la région de Bruxelles aura des compétences de nature, développement économique, voirie, etc., etc. Donc, il y a des exemples dans le monde qui montrent que s'organiser pour gérer la diversité n'est pas une difficulté particulière. Il suffit de le vouloir. Et quand vous le voulez, vous allez trouver le moyen d'adresser la question. On pouvait également citer l'exemple du Canada. Parce que vous savez, par exemple, au Canada, le Québec est dit être une province francophone, mais la common law est applicable dans le Québec, notamment en matière pénale. Simplement parce qu'ils ont agencé leurs règles de droit de sorte que, par exemple, c'est le droit pénal, celui qui définit les infractions, relève de l'État fédéral, alors que, par exemple, la procédure
relève des provinces, de sorte que vous pouvez vous faire appliquer le code pénal canadien au Québec selon une procédure qui, elle, est différente selon qu'on est au Québec ou dans l'Ontario ou dans une autre province. Les mécanismes existent. Pire encore, notre ami Yves est en Angleterre. Et en Angleterre, c'est même encore pire parce que là-bas, il n'y a même pas de constitution écrite. Mais on parle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Chacun des États des nations constitutives, constitutive nations, a, sauf un changement récent, un parlement. Il y a un parlement en Écosse, il y a un parlement en Angleterre. Le cas du pays de Galles m'échappe un peu, y compris celui de l'Irlande du Nord. Mais vous voyez bien que ces 4 nations constitutives d'un grand ensemble qui réussissent quand même à vivre ensemble tout en gardant chacun ce qu'on pourrait considérer comme son identité propre. De sorte que vous pouvez arriver à la Coupe d'Europe, vous voyez bien que l'Angleterre est opposée au pays de Galles. Quand ils reviennent en interne, c'est le même pays. Ok. Je vais maintenant prendre le point de vue de M. Toudi. Mr. Toudi, is a federal republic of Cameroon can solve our problem, our Anglophone crisis? Well, yeah. Which kind of federalism that we can expect for? No, you talked about the Third Republic, you know, as your introductory point, and I want to just say a couple of words on that. Whether we even consider that we're moving into a Third Republic, you know, there is still matter of a conjecture there in terms of whether we've ever moved from the First Republic, because clearly what happened from the First Republic to the Second, where we had a gentleman agreement similar to what we're having now. So technically, you could argue that we, to some extent, still in the First Republic. We may be moving into the Second Republic, or we could take the stance that we're actually moving into the Third Republic. That is for another day. But just to stay on your point, so clearly, as the Metro you just said, there are so many different adaptations of the same thing throughout the world, and it's not particular to Cameroon. I mean, you can look at our neighbor Nigeria. It's no different. It's, you know, you have examples all over the place. But we insist on this unitary system, which I still cannot understand why our government is so focused on having this and it can't change, and there's not a lot you can do to change it, as if having a federal state will change so much in terms of how the country is run. There are fundamentals that we need to have in place. As long as we agree on those fundamentals, it does not change the structure that the country adopts, because at the end of the day, you could have a structure, but it's about the policies, what you adopt in terms of what is within that structure that will allow all the different units of that structure to work together. If you take the case of the United Kingdom, as you clearly say, which is where I live in, yes, you have a parliament in Scotland, but clearly you don't have one in Wales, you don't have one in Northern Ireland, but you have a Secretary of State who represent the parliament in those different states, but they are autonomous states. As you clearly say, yes, we've seen not just in football, we've seen in other sports activity where you can actually see England playing Scotland, 2 nations, and yet they are part of a kingdom. Okay, so it's more to do with what is it in that we all agree on, and that's where we really have an issue. So clearly the problem that we're having now, the crisis that we have in Cameroon, we cannot fully reconcile Cameroon by just focusing on resolving the crisis in the NOSO. That is part of the problem, but it's not the whole of it. So we fundamentally, to actually crack and resolve the Cameroonian problem, we need to see beyond the NOSO. It does not stop with the NOSO. We need fundamental changing across the whole of Cameroon, and we need to decide as a people, and again, and that's another key point which I was going to mention. So what has happened from 72 right to now is that the people of Cameroon have never fulfilled their own democratic right of actually deciding who they want to take control of their nation. They've never had the opportunity. And so just resolving the issue
in the NOSO and hoping that would finally bring peace and understanding amongst all Cameroonians, I don't think that would be a lasting solution. So we really need to consider, and if the government really means business, they would need to not just, yes, it's important that we focus because the crisis in the NOSO is a priority. We need to solve it because we do not want to see our brothers and sisters living in bushes. We do not see them dying the way they are dying. That is not acceptable. That needs to be solved urgently. But beyond that, we really need to see as a people, and I believe that CRM has said it, you know, along, and it's part of what we call our call to governance. It's clearly written there. There are mechanisms through which we believe our country should run. And if only we could adopt that, and the government could work with us to at least start putting some of those into practice, I'm sure we would come to a position where we would fundamentally change the way that we think. We would fundamentally change the way that government functions. We would fundamentally change the way that the country itself should be structured so that we get to a position where we could actually get the people all together working to come to something which will look like the kind of state we want to see. So we cannot think that to solving the NOSO crisis will be yes, it will be another short-term solution. But in terms of looking for a long-term solution for the whole country, we need to consider it as a much more bigger problem. The problem of NOSO is not going to solve the problem of Cameroon. We need to look beyond that. Thank you very much for that explanation. En fait, pour faire encore une petite synthèse de 30 secondes, finalement, nous arrivons à un consensus naturel avec nos deux intervenants, qui consiste à dire que finalement, le problème anglophone fait partie d'un problème global Cameroun, qui doit être résolu par le fait que la nation camerounaise engage définitivement, franchisse un palier dans son processus d'autodétermination. Et c'est via le franchissement de ce palier dans son processus d'autodétermination que par ricochet, on réussira à trouver consensuellement les leviers de la résolution dans le fond de la crise anglophone, à la fois sur les aspects symboliques, notamment avec le fédéralisme, et à la fois sur les aspects de gouvernance et de rapport entre l'État et le citoyen. Donc, nous avançons ici vers la fin de notre émission. Je voudrais juste... on va avancer vers la méthode pratique, si on peut dire, en quelques points, la méthode pratique pour véritablement sortir de crise. Je vous propose à nos auditeurs et à nos copanélistes du jour d'écouter un extrait du discours du professeur Maurice Kamto, président élu, sur cette question-là. Et puis, on reprendra un tout petit mot de la fin de chacun des intervenants. Ma première sortie politique, si mes compatriotes me font l'honneur de me désigner comme le 3e président de la République du Cameroun, sera de me rendre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, porteur d'un message de paix, de fraternité à nos frères et sœurs des régions anglophones. Je voudrais les rassurer que non seulement ils sont des Camerounais à part entière, mais ils sont des Camerounais qui comptent. Et que je ne peux pas m'accommoder d'une situation où des Camerounais tirent sur d'autres Camerounais. Je leur dirais que l'État va leur assurer par un effort financier spécial les conditions nécessaires pour reconstruire les villages qui ont été brûlés, reconstruire leurs maisons et surtout pour ceux qui ont perdu leurs affaires, les accompagner dans la reprise d'une activité qui leur permette de gagner décemment leur vie. Une fois que j'aurai remis mes compatriotes des régions anglophones en confiance, je mettrai en place le cadre du dialogue inclusif. Les Camerounais sont suffisamment patriotes, ils sont suffisamment intelligents pour trouver par eux-mêmes et en eux-mêmes les solutions adéquates à la crise. Et je suis sûr que
ils s'accorderont sur la forme de l'État qu'il faut pour notre pays. J'ai toujours dit, ce qui importe à la lumière de la crise anglophone, c'est le contenu des attributions ou des pouvoirs que l'on veut transférer aux régions ou, si telle est la décision de la conférence, aux États fédérés qui sont issus de cette conférence. Quel qu'en soit le cas, le résultat de cette conférence sera inscrit dans la Constitution. Et dans le cadre de cette réforme globale de notre Constitution, nous entendons limiter le nombre du mandat présidentiel. Un seul mandat renouvelable une seule fois. De même, nous allons inscrire dans notre Constitution l'élection présidentielle à 2 tours, de façon à nous assurer que toute personne qui sera élue président de la République du Cameroun demain jouisse de toute la légitimité nécessaire et du soutien de la majorité des électeurs camerounais pour conduire les affaires de la nation. De la même façon, nous ramènerons de 20 ans à 18 ans l'âge électoral, car il est incohérent de dire qu'un jeune Camerounais à 18 ans est pénalement responsable, mais qu'à 18 ans, il n'est pas assez mûr pour participer au choix des dirigeants de son pays. À côté de la réforme constitutionnelle, il faudra rétablir l'état de droit. Et je m'y attellerai. Rétablir l'état de droit, c'est d'abord garantir aux Camerounais et à tous ceux qui vivent et travaillent au Cameroun la sécurité judiciaire. Il faudra aussi renforcer l'état de droit par une lutte opiniâtre, sans relâche contre la corruption. Lutte déterminée parce que c'est, je crois, le mal le plus profond qui gangrène et détruit notre société aujourd'hui. C'est pour cela que je m'engage devant les Camerounais à signer, comme tout premier texte, dès que je serai élu, si les Camerounais m'en font l'honneur, le décret d'application de la loi de 2006 sur la déclaration des biens et avoirs. Ce décret fixe le comité devant lequel cette déclaration doit avoir lieu. J'y tiens tout particulièrement parce que je tiens à faire cette déclaration moi-même avant de commencer l'exercice de mes fonctions. Il est important que mes compatriotes sachent quelle est l'étendue de mon patrimoine, de façon à ce que, au moment où j'aurai achevé mon mandat, qu'ils soient en mesure d'apprécier le niveau de mon enrichissement, s'il est conforme et en rapport avec les ressources que l'État mettra à ma disposition ou pas. Voilà, nous sommes revenus dans notre live après avoir entendu ces belles paroles, puisqu'il faut les appeler ainsi, président élu, professeur Maurice Kamto. Alors, on a eu à la fois une ébauche des mesures de sortie de crise et comment je dis, une projection dans ce qu'on a appelé ici la Troisième République, notamment à travers le rétablissement de l'état de droit. Maintenant, pour juste prendre un petit mot de la fin, vraiment très court, pour chacun de nos intervenants du jour, c'est de dire en 3-4 points, maximum 5, les étapes de sortie de crise. I will start by you, Yes. Mr. Tulis, please. Yes, thank you, Olivier. So for me, to get out of this crisis we're in now will require a number of things. As in any crisis, when you are either looking to enter a dialogue or a mediation to resolve a crisis, there are a number of key things that should be precursors to that crisis. And the first thing is trust. So both parties should trust each other. And for the crisis that we're talking about here, the question I'm asking, do our Anglophone brothers, do they actually trust the other party in terms of what they say? Would they do exactly that? That's the first question which I would be trying to get an answer to. Now, what do you build that trust on? You build that trust on past experiences. If in the past the other person had been fair, had held on to their, whatever they promised, then you are in a position where you can actually say, I trust that person, because in the past they said and they did. But if we look at the
experience, the past experience of dealing with the government, and the latest one that we all know, which was the National Dialogue, we all know that was a farce, and so it becomes very, very difficult to understand how you would end up in a position of real and genuine mediation, where the other party who's actually engineering that mediation actually mean what they say, and it makes it very, very difficult. Now, on the other hand, you now also think of what are the conditions within which we are now starting those negotiations. Are those preconditions which have been set? Could the other party actually respect those conditions, even when they come out and say, yes, we would hold on to those conditions? Are you still sure that those conditions would be held? It's really difficult to see how that is going to materialize. So, yes, if you just go by, previous modus operandi, as far as the government is concerned, it's very, very difficult to look to see how they will function out of something which is not natural to them, because from what we've seen from past experiences, it's been very, very difficult for the experience that we've seen to actually see the government working outside of that autocratic way of doing things. Okay, it makes it very, very, very difficult, and you would be in a situation where you always cast doubt as to whether that could actually lead us onto a positive solution, a positive outcome. So I still go back to the point that we really need to see the proof in the pudding. We really need to see that proof, but ultimately we need to see the intention. And so trust is one key thing. The other key thing which I may want to see is, if that trust it's something which they can actually work on and make it happen, they then need to move in the position where the government start to consider all of the other variables, all the other parameters. As we said before, as I said before, the crisis does not start and finish with the Anglophone crisis. The whole of the country is actually undergoing a crisis. And so the government really needs to consider all of the other forces which are actually involved in what is now happening in Cameroon. And CRM, as I said before, we have laid the ground. We have all along been working and trying to move into a position where we could actually say to the government, we are in a position where we could be a movement to reckon with. And you would need to, at some point, at least to work with us to try and get a resolution. And I think the condition, all the solutions we put on the table all along, if only the government had adopted, we would not be talking about it now. We would have had a constructive dialogue, or at least a negotiated, a settled negotiation that would have got us out of this situation. You mentioned before about the Swiss process, and we can understand why that process didn't work. It didn't work partly because one party in what we know as the whole of the Anglophone mix, one party within that mix didn't actually didn't trust the Swiss, because as far as they're concerned, they were a party, and they were going to work for the government, and that's why they did not sign up to that. And we understand why the Swiss process didn't actually prosper. So trust for me is absolutely important, but also we need to look beyond the Anglophone crisis and really consider the whole of Cameroon as a whole and work towards resolving the multifaceted crisis in the whole of the country. Okay, so you 2 points: trust and take the crisis as a global problem, absolutely, a global issue. Ok, votre petit mot de la fin en 2 minutes, 2-3 minutes. Je partirai de l'intervention de Yves. Effectivement, trust, la confiance. Gérer la crise dans une problématique globale, d'accord, mais le problème camerounais doit également se gérer par étapes, et régler la crise anglophone est une étape vers la résolution du problème camerounais globalement. Je sors avec une image parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Le régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud était un régime répressif à souhait. On se rappelle des massacres de Soweto, etc. Mais c'est ce même régime qui s'est rabaissé pour discuter avec Mandela et jeter les bases
de la nouvelle Afrique du Sud. Comme pour dire que même le régime camerounais, si lui venait d'avoir un sursaut d'humanité, il pourrait s'inspirer du cas sud-africain pour même négocier sa sortie et sa place dans l'histoire de notre pays. Parce que je pense que le plus important pour nous, c'est de considérer que malgré tout, nous devons nous réconcilier. Et c'était précisément la démarche sud-africaine dans un cadre de vérité, justice et réconciliation, où le bourreau d'hier, à l'image du régime répressif d'aujourd'hui, savait qu'il pouvait avouer ses fautes et repartir sur de nouvelles bases pour que notre nation tout entière puisse d'abord se réconcilier avec elle-même et avec ses mémoires plurielles, blessées et déchirées, et d'autre part, se projeter véritablement vers l'avenir. À défaut, il faudra que le peuple camerounais ait lui-même son propre sursaut patriotique et souverain, qu'il comprenne que définitivement, son avenir dépend exclusivement de lui et que même les actions du président élu, des alliés, du MRC et de toutes les autres forces politiques ne sont que des engrais, ne peuvent qu'accompagner ce peuple lui-même dont la destinée est finalement entre ses mains. Je vous remercie. Mais je n'ai qu'à doubler ce que vous venez de dire, Maître Roland Diéhou, sur le fait que toutes les actions que les partis politiques, y compris le MRC, peuvent mener, ne sont que des engrais. C'est au peuple camerounais de prendre son destin en main pour entrer véritablement dans son processus d'autodétermination. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence du jour. Encore 1000 fois merci à nos intervenants du jour qui ont été particulièrement brillants, je trouve, et sincèrement, je dois le dire. C'est pas un compliment juste pour la forme. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé derrière. Merci à tous nos auditrices et auditeurs. Et on vous souhaite, enfin en tout cas, on souhaite que vous soyez encore plus nombreux pour la prochaine fois. Merci et bonne soirée à tout le monde. Thank you very much. Thank you very much. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bye bye all. Thank you. Bye. Bye. Thank you.